Bienvenue au webinaire sur les solutions de conception d'étapes. Un jumeau numérique réussi commence par une solide base de conception et d'analyse. Etap offre une solution unique avec des vues d'interface intelligentes et une base de données pour créer, configurer, personnaliser et gérer le jumeau numérique de votre système électrique. Ce webinaire traite de l'importance d'une plateforme intégrée et unifiée pour une analyse d'ingénierie complète et collaborative. Nous démontrerons comment Etap permet une efficacité et une fiabilité maximale dans la conception de votre réseau. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez nous contacter via la messagerie du webinaire. Notre équipe est à votre disposition. Si vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée du webinaire, ou si vous souhaitez le revoir, vous recevrez dans les 2 prochains jours un lien vers la présentation enregistrée. Toutes les personnes qui participent à la conférence en direct recevront un certificat de participation dans l'heure qui suit le webinaire. Si vous rencontrez des problèmes audio ou vidéo, actualisez votre navigateur ou quittez et rejoignez le site, cela résout la plupart des problèmes. Nous vous recommandons également d'utiliser Google Chrome pour une meilleure visualisation. Des centrales de production au site industriel, de la distribution à la traction ferroviaire en passant par les centres de données et les bâtiments commerciaux, la solution Etap est utilisée dans tous les domaines, depuis la conception jusqu'à l'analyse, l'exploitation et l'optimisation. Examinons de plus près comment le cycle de vie du jumeau numérique électrique que nous voyons ici comprend l'automatisation et le contrôle, l'exploitation et l'optimisation, la surveillance et la prévision. Mais cela ne serait pas possible sans une base solide pour la conception électrique et l'analyse des réseaux. La présentation d'aujourd'hui se concentrera sur cette base de conception et d'analyse. Au cœur de la fondation du jumeau numérique d'étape se trouve la plateforme multidimensionnelle. Il s'agit de la même plateforme utilisée par des milliers d'ingénieurs à travers le monde pour modéliser de nouveaux projets ou réaliser des modifications de sites existants. Elle offre à l'utilisateur la possibilité de numériser et de visualiser un réseau électrique de plusieurs manières, telles qu'une vue géospatiale du réseau électrique, importée depuis une base de données géospatiale existante, ce qui permet d'économiser des centaines d'heures sur la création du modèle. Sur le côté gauche se trouve ce que la plupart d'entre nous avons l'habitude de voir, une représentation unifilaire du schéma, et sur le côté droit se trouve la vue réseau. Cela fournit aux ingénieurs et aux opérateurs une visualisation très claire et organisée, même d'un très grand réseau de transmission et de distribution. Les ingénieurs de planification disposent de ces 3 vues pour visualiser et effectuer rapidement des analyses, tout en affichant les résultats de l'étude directement sur la vue sélectionnée. Les configurations sont le deuxième axe de la base de données multidimensionnelle. C'est ainsi que nous modélisons plusieurs conditions de fonctionnement, telles que les configurations normales, secours, couplage ouvert, couplage fermé, etc. Pour ceux d'entre vous qui réalisent des études de flux de puissance, de court-circuit ou d'arc flash, vous comprenez l'importance de pouvoir modéliser plusieurs conditions de fonctionnement pour un site et de les évaluer toutes afin de trouver le pire scénario. Troisième axe, ce sont les révisions. C'est ce que nous utilisons pour modéliser les évolutions ou modifications proposées, telles que les futurs agrandissements d'un site, des scénarios hypothétiques et des modifications des réglages de protection avant qu'ils ne soient approuvés. Nous voyons ici le début de notre feuille de route qui commence par la modélisation. Nous avons la base de données multidimensionnelle qui permet des présentations graphiques illimitées, des configurations, des révisions. En plus de cette base de données, nous vous proposons une modélisation collaborative avec la solution NetPM qui permet de modéliser le schéma unifilaire et en même temps, vous pouvez mettre à jour les caractéristiques des composants, ajouter ou supprimer des appareils, exécuter différentes études et observer ces changements en temps réel. Nous permettons également la collecte de données avec notre application Etap App qui exporte votre schéma unifilaire vers une tablette Android ou un iPad. Il est ainsi facile de mettre à jour les caractéristiques des composants lors d'une inspection sur site. Pour commencer la modélisation dans Etap, je vais activer la construction automatique, ce qui permet un espacement régulier entre les appareils et permet uniquement aux appareils appropriés d'être connectés les uns aux autres. Je vais commencer par construire un réseau simple et je peux simplement cliquer sur les appareils que je veux ajouter à mon schéma unifilaire. Je peux rapidement ajouter autant de moteurs que je le souhaite et je peux ajouter un dispositif de protection et un câble. Maintenant, jetons un coup d'œil à nos bibliothèques. Je vais ouvrir le disjoncteur, ensuite ouvrir sa bibliothèque. Nous avons donc 3 types de disjoncteurs basse tension, les disjoncteurs à boîtier moulé,
les disjoncteurs dans l'air et les équipements isolés. En fonction du type de disjoncteur sélectionné, les fabricants seront mis à jour, et une fois que vous aurez sélectionné le fabricant, nous aurons tous les modèles associés à ce fabricant au milieu. Une fois que le modèle est sélectionné, nous aurons les déclencheurs qui seront visibles dans la partie basse de cette fenêtre. Maintenant, ouvrons l'éditeur de câbles. Nous ouvrons notre bibliothèque de câbles, parmi laquelle vous pouvez choisir le câble qu'il vous faut. Les câbles sont classés selon différents paramètres, comme la fréquence, le type de conducteur, la tension, l'isolant. Si nous voulions trier uniquement en fonction de la source, disons que nous recherchons un câble du fabricant AirGuard, nous pouvons alors filtrer la bibliothèque avec uniquement ce fabricant. Maintenant, ouvrons un moteur asynchrone. Je vais ouvrir l'onglet plaque signalétique afin de saisir les principales informations. Si nous n'avons pas toutes les informations, nous pouvons alors sélectionner des données typiques provenant d'une base de données de fabricant ou de valeurs standards. Les informations de cette page seront mises à jour en conséquence. Si je veux utiliser les mêmes informations pour les moteurs 19 et 20, je peux copier les données de l'élément dans le presse-papier. Puis je peux choisir dans le menu déroulant moteur 19 et coller ces informations, ou je peux utiliser les flèches de droite et de gauche pour naviguer jusqu'au moteur suivant et coller les informations. Une fois que la modélisation est terminée, nous pouvons procéder à la validation du modèle et exécuter différentes études comme des calculs de flux de puissance, de court-circuit, de protection et de sélectivité, d'arc flash, déterminer le courant admissible des câbles, ou utiliser le module d'analyse thermique pour les canalisations enterrées, ou bien encore définir les caractéristiques des grilles de terre. Une fois ces études réalisées, nous pouvons vérifier que le dimensionnement des appareils est correct, puis nous pouvons créer plusieurs rapports de sortie et les comparer entre eux grâce aux analyseurs de résultats. Enfin, nous pouvons créer des macros pour exécuter les calculs par groupe afin de minimiser la durée des études. Ici, j'ai ouvert un autre projet déjà construit qui contient toutes les informations des composants. Je vais lancer un calcul de flux de puissance. Vous verrez les résultats de flux de puissance actifs et réactifs sur le schéma unifilaire, ainsi que le pourcentage de tension sur chaque bus. Nous pouvons également modifier les unités et afficher uniquement la puissance active ou uniquement la puissance réactive, la puissance apparente, le courant avec un facteur de puissance, etc. En bas, nous voyons les alertes critiques et marginales. Concernant les alertes critiques, le disjoncteur 15 est surchargé avec une valeur nominale de 10 A et une valeur calculée de 353 A. Nous devrions redimensionner ce disjoncteur. En dessous, vous avez les alertes marginales. Il semble que tous les bus soient en condition de sous-tension. Ces alertes sont basées sur des seuils en pourcentage que nous définissons dans le cas d'étude du module de flux de puissance. Tout appareil qui dépasse 100% de charge générera une erreur critique et tous ceux qui se situent entre 95 et 100% généreront une alerte marginale. À droite, nous avons des seuils pour les bus et des seuils concernant également le point de fonctionnement des générateurs et des réseaux. Vous pouvez également créer divers scénarios grâce à la base de données multidimensionnelle qui nous permet de modifier les caractéristiques des appareils existants. Il y a une révision dans laquelle j'ai mis à jour le calibre du disjoncteur surchargé lorsque nous avons exécuté le flux de puissance. Sur le côté gauche, nous voyons toutes les révisions qui ont été créées pour ce projet. Je vais sélectionner la révision de base et également la révision avec le calibre du disjoncteur 15 mis à jour. Nous pouvons voir les modifications exactes qui ont été apportées en sélectionnant Propriétés. Le calibre du disjoncteur a été augmenté de 10 à 400 A. Nous pouvons ensuite appliquer la nouvelle révision au schéma unifilaire et relancer le calcul de flux de puissance. Donc avec cette correction, le disjoncteur 15 n'est plus surchargé. Nous pouvons également créer des scénarios dans lesquels nous modifions la configuration du réseau avec des états prédéfinis pour chaque dispositif de manœuvre comme les disjoncteurs, les interrupteurs ou encore les fusibles. Après avoir sélectionné la configuration, nous voyons qu'il y a un disjoncteur qui est ouvert puisque le côté droit de notre projet est grisé, donc hors tension. Nous pouvons modifier toutes nos configurations à l'aide du gestionnaire de configuration. Toutes ces configurations déjà définies seront affichées ainsi que l'état ouvert-fermé des appareils. Nous pouvons également créer une copie du schéma unifilaire dans le même projet en créant une nouvelle présentation. Sur le côté gauche, nous allons resélectionner la configuration normale pour cette présentation et sur le côté droit, nous allons garder la configuration stage 1 avec une partie du réseau non alimentée.
Ce que nous pouvons faire, c'est relancer l'étude de flux de puissance et comparer les résultats côte à côte pour ces deux configurations. Dans ce projet, nous avons également d'autres présentations. Par exemple, nous avons une vue spécifique avec les dispositifs de protection qui affichent tous les relais qui étaient cachés dans la vue précédente. Cette autre présentation vous montre tous les appareils avec une orientation horizontale. Vous remarquerez également que la couleur a changé. Nous pouvons modifier les couleurs via l'éditeur de thème qui vous permet de personnaliser entièrement la représentation graphique de votre schéma unifilaire. Vous pouvez modifier la couleur du fond, de la grille, la couleur pour les appareils triphasés et celle des départs monophasés et biphasés différemment. On peut modifier aussi la précision des valeurs affichées sur le schéma unifilaire en fonction du nombre de décimales souhaité. Nous pouvons colorer les équipements selon plusieurs critères, comme le niveau de tension, les zones, le type de circuit et le type de mise à la terre. Enfin, vous pouvez changer la police des résultats et des annotations. Pour le module de calcul des courants de court-circuit, nous avons différents types de calculs, soit pour dimensionner les équipements en cas de court-circuit triphasé maximal, ou bien nous pouvons avoir un calcul pour tous les types de défauts, triphasé, biphasé et phase terre. Nous pouvons vérifier dans la vue des alertes les équipements dont la tenue au courant de court-circuit n'est pas suffisante, en fonction des seuils prédéfinis dans le cas d'étude du module de court-circuit. Nous pouvons maintenant générer un rapport de sortie, qui peut être ouvert avec le visionneur de rapport, ou bien générer un fichier PDF, Word ou Excel. Vous pouvez générer un rapport complet ou un rapport d'entrée qui montre juste les valeurs nominales des appareils et on peut générer des rapports de résultats pour les de court-circuit et un rapport de synthèse globale. Nous générons le rapport complet qui inclut tous les autres types de rapports disponibles. Il y a tout d'abord la page de garde, ensuite les tolérances considérées dans ce calcul, puis viennent les données d'entrée et les résultats de court-circuit. À la fin, nous avons un résumé des calculs avec la synthèse des pouvoirs de coupure. Nous pouvons également voir nos résultats sous forme de tableau via l'analyseur de court-circuit. Nous pouvons voir les résultats qui ont été générés lors de notre étude de court-circuit. Nous pouvons également comparer plusieurs rapports de sortie, ce qui sera utile lorsque l'on veut comparer les résultats de plusieurs configurations. Comme pour les études de flux de puissance et de court-circuit, nous pouvons voir les résultats arc-flash sur le schéma unifilaire. Nous voyons le niveau d'énergie, la limite d'approche arc-flash, l'énergie incidente et le temps d'élimination du défaut. Avec les options d'affichage, nous pouvons afficher les courants d'arc subtransitoire, transitoire et permanent. Ce menu vous permet également d'inclure plus de résultats et de données de vos appareils. Nous pouvons cocher les annotations que nous aimerions voir et elles seront automatiquement mises à jour. Ici, j'ai ouvert le cas d'étude. Il comprend de nombreux paramètres, comme le calcul du courant de défaut aux bornes de la charge, la prise en compte des contributions des moteurs moyenne tension et basse tension. En bas, nous pouvons sélectionner et choisir les bus que nous prenons en compte dans cette étude. Et dans l'onglet méthode, nous choisissons la norme à appliquer. Ici, c'est l'I3E 1584. Nous pouvons également choisir la méthode de calcul du courant d'arc si nous travaillons sur un réseau avec une tension de plus de 15 kV. L'éditeur de coffret permet de spécifier les dimensions et les caractéristiques des enveloppes. On peut également sélectionner le bus ou le dispositif de protection appartenant à ce coffret. Sur la droite, nous voyons quels appareils se trouvent dans ce coffret, le type de coffret, la configuration des électrodes et les dimensions. Jetons un œil à l'analyseur. À gauche, nous voyons tous les rapports de sortie générés en fonction des différents scénarios qui ont déjà été exécutés pour ce projet. Sur la droite, nous avons des informations concernant les éléments qui ont été sélectionnés. Nous pouvons inclure des appareils et des informations supplémentaires en cochant davantage d'options. Si nous sélectionnons la case énergie incidente et la case worst case, nous afficherons le pire scénario parmi tous les rapports sortis sélectionnés. Ceci est très pratique lorsqu'on génère les labels ArcFlash pour le projet. Nous pouvons ensuite générer un label pour l'énergie incidente la plus défavorable pour un seul appareil ou pour un groupe d'appareils. Ici, nous avons une longue liste de modèles de labels, parmi lesquels vous pouvez sélectionner ceux qui vous conviennent. Sur ce label, nous voyons la limite d'approche d'arc, l'énergie incidente, le niveau d'énergie et la distance de travail. Le risque d'électrocution et les distances de travail sont aussi présentés. Vous pouvez également générer des étiquettes personnalisées, des permis de travail et des fiches techniques pour vos appareils. Ensuite, nous allons créer des courbes temps courant en sélectionnant le réseau que nous souhaitons analyser. Ici, en bas à gauche, nous avons le réseau affiché. Je vais ajouter un label à fusible afin que nous puissions voir ces paramètres. Si je déplace la courbe du fusible vers la gauche ou la droite, nous pouvons voir tous les calibres disponibles. Je vais utiliser l'outil Zoom pour regarder de plus près la courbe temps courant. Si je déplace la zone de zoom en haut ou en bas, vous verrez qu'elle se met à jour dynamiquement.
Nous pouvons utiliser l'outil différence de temps pour voir l'intervalle de sélectivité entre deux courbes. Lorsqu'on déplace cet intervalle, le temps est mis à jour automatiquement. Je peux également inclure un curseur qui indique le courant et le temps le long de la courbe. Le nombre de courbes temps courant est illimité, elles sont enregistrées et vous pouvez les sélectionner depuis le menu déroulant qui se trouve en haut. Voici d'autres courbes qui ont été créées pour ce projet. Dans les options de tracé, nous pouvons personnaliser la courbe en modifiant les paramètres des axes horizontaux et verticaux comme la mise à l'échelle. Nous pouvons également changer le type de grille ainsi que la couleur des lignes. Ensuite, dans les onglets suivants, nous pouvons mettre à jour le cartouche qui s'affiche en dessous de la courbe. Nous pouvons également attribuer une couleur aux différentes courbes des appareils. Vous pouvez utiliser l'outil d'évaluation des dispositifs de protection pour vérifier que vous avez saisi toutes les données du système de protection. Si l'une des informations est manquante, nous obtiendrons une entrée pour cet appareil avec une description détaillée de ce qui doit être examiné. Regardons à présent l'outil de séquence des opérations. Il s'agit donc d'un outil avec lequel nous insérons un défaut dans le réseau. Une animation apparaît, elle indique l'ordre dans lequel les appareils de protection déclenchent. Cette visionneuse affiche un résumé de la séquence de détection et d'élimination du défaut. On y trouve le type de protection, le courant traversant la protection, ainsi que le temps de fonctionnement. Nous pouvons utiliser notre visualiseur de zone de protection pour voir les zones de protection de ce départ et tous les composants qui sont connectés ici au moteur. Puis nous créons une courbe temps courant basée sur la liste de ces appareils. Vous pouvez ensuite créer un rapport comprenant tous les réglages des dispositifs de protection. Le rapport comprend tous les réglages disponibles dans l'interface étape et on y trouve tous les composants comme les fusibles, les relais thermiques, les disjoncteurs basse tension et les relais de protection haute tension. Ensuite, si nous souhaitons vérifier que la protection et la sélectivité répondent bien à nos critères de conception personnalisés ou aux règles typiques utilisées dans l'industrie, nous pouvons exécuter le module StarAuto pour toute ou partie du projet et vérifier qu'il respecte bien ces règles. Les coches vertes signifient que nous avons passé l'évaluation sur la base des règles sélectionnées. Les coches rouges signifient qu'une des règles est violée. Les points d'exclamation orange nous indiquent que nous avons identifié des conditions qui nécessitent une attention particulière car elles peuvent avoir un impact sur les résultats. Sur la droite, nous pouvons visualiser les courbes de déclenchement de la zone en question et visualiser les appareils mis en cause. Les réglages des protections peuvent être modifiés directement depuis cette courbe temps courant et ensuite l'évaluation automatique de la protection et de la sélectivité est mise à jour de manière dynamique avec les nouveaux réglages. Le module StarAuto dispose également d'un onglet spécial pour les arcs flash. Il est basé sur les tracés des zones à énergie constante ainsi que l'évaluation de la tenue des équipements de protection individuels. La modélisation des tranchées dans lesquelles sont installés des câbles directement enterrés ou enterrés dans des conduits permet de calculer la température des conducteurs pour des conditions de régime permanent ou transitoire. Vous pouvez spécifier le type de sol entourant la tranchée et spécifier un autre type de sol à l'intérieur de la tranchée. Vous pouvez également définir l'emplacement et le type de conduit et ouvrir l'éditeur de câbles. Les caractéristiques des câbles peuvent être importées depuis la vue unifilaire via le menu déroulant, mais ils peuvent aussi être créés spécifiquement pour cette analyse. Nous pouvons également ajouter des sources de chaleur, comme un tuyau d'eau chaude ou de vapeur, à proximité des conducteurs et voir comment cela affecte le calcul de l'intensité. Dans la première vue, nous voyons qu'il y a plus d'échauffement autour du câble 3, mais lorsque nous déplaçons le tuyau de vapeur vers la gauche, nous voyons qu'il y a plus d'échauffement autour du câble 4. Nous pouvons également représenter graphiquement l'évolution de la température dans le temps selon un profil de charge défini par l'utilisateur. Nous sélectionnons un ou plusieurs conduits. Les courbes peuvent également être combinées pour apparaître sur le même graphique qu'on voit ici à l'écran. Enfin, nous avons un outil d'évaluation du champ magnétique du câble. Ce calculateur détermine l'intensité du champ magnétique produit par chaque conducteur dans la tranchée. L'analyse des grilles de terre sert à vérifier que les tensions de toucher et de pas permissibles ne sont pas dépassées en cas de défaut à la terre. Ici, nous voyons la grille de terre dans un plan 3D. Nous pouvons la faire pivoter selon les différents axes. En dessous, la même grille, mais avec une vue 2D vue de dessus. En haut à droite, nous avons une vue de coupe des conducteurs, des pieux
et des différentes couches de sol. Après avoir exécuté le calcul de grille de terre, nous avons les tensions de pas et de toucher calculées et nous les comparons automatiquement en valeurs permissibles. Nous pouvons ensuite tracer les tensions absolues de contact et de pas avec des tracés 2D ou 3D. Voici les tracés 3D de nos profils de tension pour cette grille de terre. Continuons maintenant avec les solutions de conception avancées et les analyses plus complexes, comme l'analyse des flux de puissance temporelle déséquilibrés, utilisée notamment dans les études sur les énergies renouvelables où la production est variable et pour lesquelles des profils par exemple de vent et d'irradiance sont enregistrés sur site. Réaliser également un flux de puissance unifié en tenant compte des réseaux alternatifs et continus. Deuxième point, le démarrage des moteurs. Calculer le temps de démarrage et analyser l'impact du moteur sur le reste du système. Vous avez aussi la possibilité de comparer plusieurs types de démarreurs moteurs. Vient ensuite l'analyse de la qualité de l'énergie. Réduisez les déclenchements intempestifs et les dépassements des limites de facteurs de puissance en réalisant une étude harmonique et un dimensionnement des filtres actifs et passifs. Les analyses de contingence. Définissez des pannes de composants et des scénarios de défaillance, modélisez les contingences N-1 et N-2. Ensuite, l'évaluation de la fiabilité. Calculez le taux de défaillance de divers éléments ainsi que les indices de fiabilité du système et les indices orientés clients tels que le SAIDI et SAIFI. La traction ferroviaire dispose d'un outil dédié, iTrax, utilisé pour la conception, l'analyse et la gestion d'infrastructures ferroviaires à courant alternatif ou continu. La stabilité transitoire. Modéliser les perturbations du système telles que les défauts suivis de délestage, des transferts de sources et définissez des réglages de protection de tension et de fréquence pour optimiser la stabilité globale du système après une perturbation. Les transitoires électromagnétiques et la co-simulation sont également disponibles. Le programme EMT, dédié à la simulation et l'analyse des transitoires rapides en association avec EMT COSIM, permettent la co-simulation des domaines transitoires et dynamiques pour résoudre ensemble de grands systèmes complexes avec une plus grande fidélité. Passons maintenant à une démonstration de certains de ces modules. Je vais commencer par passer en revue le flux de puissance temporel. Comme vous pouvez le voir dans la barre d'outils qui se trouve au-dessus du schéma unifilaire, il y a différents modes. Le premier de ces modes, c'est le mode d'édition qui permet d'ajouter des nouveaux composants au schéma unifilaire. Ensuite, on a les modules load flow, court-circuit, arc flash. Vient ensuite le module de démarrage moteur, d'harmonique, stabilité transitoire. Ensuite, on a deux modules pour les études de protection et coordination. Et on a un package autour du courant continu avec du flux de puissance, court-circuit, arc flash et dimensionnement de batterie. Ensuite vient le load flow déséquilibré, et enfin le module de load flow temporel, en anglais Time Domain Load Flow. La première chose que je voudrais vous montrer pour ce module, c'est comment nous allons définir les profils de production et de consommation pour une période donnée. Dans ce fichier Excel, nous avons collecté des données d'irradiance et de température ambiante sur une période d'une semaine avec un pas de temps d'une heure. Ce fichier Excel va être utilisé comme donnée d'entrée pour définir la production du système photovoltaïque de ce projet. Avec le même type de fichier Excel, nous pouvons définir des profils de charge et on pourrait également définir des profils de production pour de l'éolien. Continuons avec le cas d'étude de ce module. Cet onglet offre la possibilité de créer des événements qui nous permettent par exemple d'ouvrir et fermer des disjoncteurs à différents instants de la simulation pour modéliser des changements de configuration. On peut également modéliser des impacts de charge. Dans l'onglet suivant, on va déterminer la période durant laquelle on souhaite réaliser l'analyse, ainsi que le pas de temps. On définit également le chemin vers le dossier dans lequel sont localisés les profils de production, de charge et de consommation. Lançons la simulation. Ce module est particulièrement utile pour les projets ayant des sources renouvelables, car dans ce cas, la production et la consommation sont variables et il est important de vérifier l'adéquation entre production et consommation. Voyons maintenant comment on peut utiliser l'analyseur de courbes pour cette période. On va retrouver dans l'analyseur de courbes tous les éléments du réseau.
Et ici, je vais sélectionner un jeu de barres et je vais vous afficher son niveau de charge pour la période d'une semaine calculée. Une fois que le graphique est généré, on voit sur l'axe horizontal le temps et sur l'axe vertical le niveau de charge en pourcent qui varie en fonction de la production solaire, éolienne et du niveau de charge. On retrouve le 2 janvier l'événement défini dans le cas d'étude et on retrouve le 4 janvier l'impact de charge qui a été réalisé. Regardons maintenant le module d'analyse des démarrages moteurs. Ce module comprend deux moteurs de calcul. Un statique, basé sur une succession de calculs de flux de puissance qui a pour but d'évaluer les grandeurs électriques et principalement la chute de tension. Le second est un module de calcul transitoire qui va prendre en compte les grandeurs électriques et mécaniques afin de réaliser une étude dynamique. Je vais cliquer sur ce réseau composite pour vous montrer un peu plus de détails sur cette sous-station en particulier. Nous allons nous intéresser à cette pompe moyenne tension. Tout d'abord, nous avons les données de la plaque signalétique, puis nous avons le modèle dynamique du moteur qui peut être créé à partir de trois formats différents. Le premier format est le circuit électrique équivalent avec les résistances et réactances du stateur et du rotor. Différents circuits équivalents sont disponibles pour les moteurs à simple cage ou à double cage, c'est au fabricant de fournir ces informations. La deuxième méthode de modélisation est basée sur les courbes caractéristiques. C'est ce que vous voyez sur le côté droit de la fenêtre. Ces courbes sont fournies par le fabricant dans la documentation technique du moteur. Trois courbes sont nécessaires, le couple moteur, le courant et le facteur de puissance en fonction du glissement. Si vous avez seulement des images de ces courbes, il existe des outils faciles d'utilisation sur Internet pour digitaliser les images. La troisième méthode, pour créer le modèle dynamique, est d'utiliser l'outil d'estimation des paramètres du moteur. Cet outil permet à partir des informations de la plaque signalétique d'estimer le circuit équivalent. Les trois courbes caractéristiques peuvent également être utilisées dans cet outil pour améliorer la précision de l'estimation des paramètres. C'est donc un outil extrêmement utile, en particulier pour les cas où vous disposez de peu d'informations. Pour revenir maintenant à la simulation, je vais ouvrir le cas d'étude et vous montrer les événements qui vont avoir lieu. À 100 millisecondes, comme vous pouvez le voir, il y a deux événements. On démarre le moteur synchrone et la pompe numéro 1. C'est ce que nous voyons en haut à gauche de cette fenêtre. 700 millisecondes plus tard, à 800 millisecondes au total, depuis le début de la simulation, nous allons connecter une charge statique, puis à 4 secondes, nous allons démarrer un autre moteur basse tension, et le temps de simulation total va être de 5 secondes. Après avoir configuré le cas d'étude, avec des événements comme ceci, nous allons cliquer sur exécuter le démarrage dynamique du moteur. Avec cette fenêtre, on voit la liste des actions et événements. En glissant le curseur sur la droite, on visualise les deux actions associées au premier événement, à 100 millisecondes, puis vient le deuxième événement, avec la connexion d'une charge statique, à 800 millisecondes, et enfin le troisième événement, le démarrage du dernier moteur. La meilleure manière d'analyser les résultats des études dynamiques est de visualiser l'évolution des résultats pendant la simulation sur des courbes. Je vais commencer par ouvrir l'outil de tracer des courbes, et je sélectionne la pompe numéro 1 et le courant de cette pompe. Sur la courbe, on voit que le moteur démarre à 100 millisecondes. À cet instant, le courant est de 5 fois la valeur nominale, puis il décroît légèrement pendant le démarrage, avant de très rapidement diminuer lorsque le moteur atteint la vitesse nominale. Le courant, ensuite, augmente progressivement, car il est possible avec étape de modifier la valeur de la charge mécanique après le démarrage, afin de correctement représenter les moteurs qui démarrent à vide et qui sont couplés à la charge une fois la vitesse nominale atteinte. Cette courbe peut être utilisée dans le module de protection et coordination pour vérifier que les protections à maximum de courant ne déclencheront pas durant le démarrage. Pour créer une courbe temps courant, je commence par sélectionner une partie du schéma, ici le départ moteur avec sa protection. Dans l'onglet protection de l'éditeur du moteur, on peut définir sur la gauche les temps de démarrage pour plusieurs niveaux de tension aux bornes du moteur. C'est pratique pour représenter les informations fournies par les fabricants. Lorsqu'on a une étude plus précise, on peut sélectionner sur la partie droite de cet onglet le rapport de l'étude de démarrage, qui sera pris en compte pour tracer sur la courbe de protection temps courant le courant absorbé par le moteur pendant tout le démarrage.
Maintenant, nous voyons la courbe de démarrage apparaître sur le diagramme de sélectivité. À présent, je vais vous présenter le module d'analyse des harmoniques. Tout d'abord, commençons par saisir les données d'entrée manquantes, à savoir les spectres harmoniques des charges non linéaires comme les onduleurs et les variateurs de vitesse. On sélectionne un spectre directement depuis l'éditeur du variateur de vitesse, depuis l'onglet harmonique. La librairie comprend des informations fournies par des fabricants, mais aussi des spectres typiques pour des convertisseurs 6, 12 et 18 pulses. Voici la librairie. Maintenant, passons à un autre variateur de vitesse, celui-là par exemple. Dans l'onglet harmonique, on voit qu'ici un spectre 12 pulses lui a déjà été assigné. Donc maintenant, si je vais dans un autre réseau, on voit ici un chargeur et un UPS. Au niveau de l'UPS, dans l'onglet harmonique, ici c'est aussi un spectre typique 12 pulses qui est assigné. Donc toutes ces sources harmoniques auront un impact sur la distorsion de tension globale, la distorsion globale de tension et de courant. C'est pour cela que nous allons exécuter un flux de puissance harmonique. Donc sur chaque jeu de barre, nous avons la tension efficace totale ainsi que la distorsion totale en tension. Au point de connexion avec le réseau, cette distorsion est de 3,15%. Et si je descends sur un jeu de barre 4 kV, il y a une distorsion harmonique totale ici d'environ 7%. Le module harmonique va également comparer les résultats du flux de puissance harmonique avec les limites définies dans la norme. Ici, au niveau du jeu de barre, c'est la norme I3E 519 qui est sélectionnée dans le menu harmonique. Mais dans le cas d'étude, vous retrouverez également la norme IEC 61000-3-6 et également la norme britannique G55. Les vérifications des limites est faite pour les distorsions totales de courant et de tension, mais aussi pour les distorsions rang par rang. Donc pour visualiser ces alertes, on peut ouvrir le menu d'alerte avec l'icône en forme de cloche. Une fenêtre va apparaître en bas de l'écran et donc on va voir toutes les alertes dès qu'un rang harmonique dépasse une limite définie par la norme sélectionnée. Donc ici on a un certain nombre d'alertes. Donc à partir du moment où on a ces alertes, on pourrait rajouter un filtre passif ou bien un filtre actif, vérifier leur dimensionnement, vérifier leur efficacité et s'assurer que tous les seuils harmoniques sont bien respectés. J'ai terminé l'analyse des harmoniques, je vais passer à présent à l'analyse de stabilité transitoire. Ce module se trouve juste à droite du module harmonique et on va réaliser deux types d'événements afin de vérifier le comportement global du système. Le premier des deux événements sera un défaut sur le jeu de barre connecté à la source via un disjoncteur. Le défaut va se produire 100 millisecondes après le début de la simulation, puis on considérera que le défaut est éliminé en 100 millisecondes. Donc j'ouvre le cas d'étude pour vous montrer comment cette séquence est paramétrée. Les actions sont définies dans l'onglet Event. Sur la partie de gauche, on crée des événements qui sont associés à un instant de la simulation, et sur la partie droite, on crée des actions pour chacun des événements. Ici, les actions sont la création d'un défaut, puis son élimination avec le deuxième événement. Nous pourrons analyser quel est l'impact sur la fréquence et les autres grandeurs électriques et mécaniques de ces deux événements. Je lance le calcul. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir les événements en les faisant apparaître avec les flèches ou bien le curseur. Alors ici, vous remarquez que lorsque le défaut est appliqué, la tension chute à 0 kV sur le jeu de barre principal. Puis 100 millisecondes plus tard, le défaut est supprimé. Regardons le moteur synchrone connecté au jeu de barre sub 2A afin de voir si la fréquence dépasse le seuil défini dans le relais de fréquence. Nous sélectionnons le bus sub 2A dans le gestionnaire de courbe et nous cochons la fréquence uniquement. On voit sur la courbe que la fréquence ne dépasse pas la valeur qui a été définie dans le seuil du relais de fréquence, qui était de 102%. Donc si le relais de fréquence avait déclenché, il serait apparu dans la liste des actions que je vous ai présentées précédemment. Maintenant, nous allons passer au deuxième événement.
Donc nous allons réaliser un transfert de source. Nous allons représenter un défaut dans la zone du transformateur T2. Le transformateur va être complètement isolé après l'ouverture des disjoncteurs CB2 et CB11. Et ensuite, nous allons fermer le disjoncteur de couplage CB25 et regarder comment le système se comporte, notamment sur le jeu de barre sub 2A, où le moteur synchrone critique est connecté. Avant de lancer le calcul, je vais vous montrer le cas d'étude et les événements déjà paramétrés. Donc à 100 millisecondes, on ouvre les disjoncteurs CB2 et CB11. 50 millisecondes plus tard, le couplage est fermé pour réalimenter le jeu de barre critique. Donc maintenant, je lance le calcul. La fenêtre des actions apparaît. Avec le premier événement, on voit que la zone du transformateur est grisée, ce qui montre qu'elle n'est plus alimentée. Et 50 millisecondes plus tard, le couplage est fermé, réalimentant ainsi les charges critiques. Regardons à présent l'évolution de la fréquence. Je sélectionne un jeu de barre et la fréquence avec l'outil de gestion des tracés. Sur ce tracé, on voit que la déviation de fréquence est limitée, très limitée. Elle ne dépasse pas 0,25% et elle retrouve rapidement une valeur proche de la valeur nominale. À présent, passons à la conclusion. Nous avons présenté le cheminement pour la conception d'un réseau électrique jusqu'aux études les plus avancées. Cependant, ce n'est que le début du voyage, pourrait-on dire. Une fois le dimensionnement et le réglage des composants réalisés, le projet passe en phase de construction, puis en phase d'opération. Et c'est là que le jumeau numérique électrique prend tout son sens. Voici un aperçu rapide des solutions qui deviennent possibles lorsque vous ajoutez des données d'exploitation collectées en temps réel sur site à un modèle électrique existant. Un ISCADA électrique piloté par un modèle comprenant une estimation d'état offre la possibilité de surveiller des zones du réseau qui n'ont pas de dispositif de mesure. Ce sont des emplacements pour lesquels les opérateurs seraient aveugles sans le jumeau numérique. La simulation prédictive, la prévision de consommation des charges à court et long terme, la gestion des charges, mais aussi la gestion des systèmes de production, la solution eProtect avec la supervision et la synchronisation des dispositifs de protection avec le jumeau numérique, la lecture des événements passés pour identifier des causes de dysfonctionnement, et enfin la solution IOTS pour la formation des opérateurs via un simulateur. En conclusion, la modélisation d'un réseau pour la conception et l'analyse est la base d'un jumeau numérique électrique et le début d'un parcours de transformation numérique qui vous permet de tirer pleinement profit des solutions d'exploitation et d'automatisation pilotées par un jumeau numérique. Ce webinaire touche à sa fin à présent. Merci de votre attention.